Bonjour et bienvenue, ici Mathias, bienvenue à notre podcast du jour, que vous soyez en audio ou en vidéo. On va commencer aujourd'hui un petit peu différemment, on va commencer avec l'ouverture, le unboxing du jour. On a César qui est juste derrière la caméra, qui va me donner le paquet. En l'occurrence, c'est pas dur à savoir ce que c'est parce que c'est écrit sur la boîte ici. Mais c'est une nouvelle pièce. On pourrait dire une nouvelle pierre à l'édifice, mais une nouvelle pièce à l'étagère. Et ce paquet, et puis incroyable. C'est plus difficile d'ouvrir un paquet que de faire le podcast. Si vous envoyez des cadeaux, n'emballez pas la chose comme ça. Et tu sais que quand tu dis ça, ils vont l'emballer. Ils vont l'emballer, ça va être inouvrable. En tout cas, bravo à l'entreprise, ils savent protéger les biens. Non, pas enfin. 2 hours later. Voilà. Bon, voyons voir à quoi ça ressemble. Pas mal, hein? Ouais, stylé. Et je sais qui c'est qui me l'a envoyé. Alors, je viens de déballer ici un frame, c'est pas un canevas en fait, c'est disons un tableau de Gladiator, donc le film. Et puis pour ceux qui nous suivent en audio, c'est la scène où Maximus, donc Gladiator, est dans l'arène et il se bat pour sa survie. C'est le premier combat Gladiator. De Gladiator, donc de Maximus dans l'arène où il se bat contre les animaux d'abord. Donc là, il se bat contre un tigre. C'est une belle image où il est à genoux avec le bouclier. Et puis il se bat pour sa survie dans le Colisée. Et c'est un film absolument… Moi j'adore, en tout cas c'est mon film préféré. Et puis on va le mettre là, tout simplement. Simple. Voilà, on commence le podcast. 8 minutes à déballer comment dire, mais ça vaut la peine, il est beau en plus. Bienvenue à ce podcast et puis aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. J'ai pas de liste, j'ai pas de questions. Ce qu'on va faire dans ce podcast, on va prendre le livre qui se trouve derrière moi ici, mon livre 30 en 30 et puis je vais partager 7 leçons de ce livre 30 en 30 qui est donc écrit par moi. C'est un livre qui est sorti maintenant il y a 3 ans. J'ai 33 ans dans une semaine, dans moins d'une semaine. Et puis ce livre-là, j'ai écrit l'année de mes 30 ans. Donc le titre, c'est 30 leçons apprises du monde du sport professionnel et de l'entrepreneuriat avant l'âge de 30 ans. Donc, si vous ne l'avez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que je veux dire? C'est incroyable. Donc, on va voir aujourd'hui 7 leçons. Et donc, je vais prendre un petit peu sur la table des matières ici, des leçons qui affectent ou qui peuvent surtout impacter si vous êtes entrepreneur ou vous voulez démarrer une activité ou que vous êtes déjà dirigeant. Et puis, je vais parler de la leçon du livre et puis ensuite, je vais voir, on va entrer plus en détail sur comment ça s'applique à votre activité en tant qu'entrepreneur ou prestataire ou dirigeant ou CMO ou autre. Alors, on va aller d'abord sur, il y a plusieurs thèmes. Donc, le livre, il est fait en 5 parties, sauf erreur si je me souviens, 4 parties. Et puis donc il y a 30 leçons et donc c'est des leçons que j'ai apprises vraiment voilà, en m'entraînant pour une carrière de tennis professionnel où ma vie finalement pendant 10 ans c'était les terrains de tennis. Tous les jours, hormis quand j'étais en vacances ou bien parfois malade ou blessé, mais sinon c'est vraiment tous les jours, tennis. Donc, et ce que j'ai appris finalement, tout ce que j'ai appris dans le monde, tout ce que je fais dans le monde du business, je l'ai appris vraiment au tennis finalement. Donc, il y a beaucoup de parallèles et de similitudes entre le monde du sport pro et le monde du business pro. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Les réactions suite à ce livre sont vraiment géniales. Je reçois à tous nos séminaires, il y a des gens nos clients qui viennent pour que je signe justement l'exemplaire, je dédicace l'exemplaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait à nos séminaires. Et puis, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est des choses que vous pouvez appliquer tout de suite. Donc, c'est vraiment des choses, on est loin de la théorie abstraite. Là, il y a vraiment des choses que vous pouvez mettre en place tout de suite. Et la première chose que je veux partager d'abord, c'est la première chose à faire avant de démarrer une activité ou avant de prendre des décisions importantes dans votre activité, c'est l'importance de faire son audit. Donc, de faire un audit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est… déjà, je vais trouver la page comme ça. Si vous avez 30 en 30, vous pouvez y aller aussi. Faire son audit, c'est le chapitre 5 à la page 23. Et
l'importance finalement la nécessité de faire son audit, c'est pour comprendre parfaitement comment vous fonctionnez, ce qui vous fait, ce qui vous motive, ce qui vous déplaît, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend triste, ce qui vous pousse à faire plus, ce que vous voulez faire plus et les choses que vous voulez faire moins, et vraiment de faire un audit complet de ce que vous faites finalement dans votre activité ou bien dans votre future activité. Je vous donne un exemple. Si vous voulez commencer une activité et puis que on parle souvent, César, d'Instagram, un petit peu du rêve qui est vendu sur Instagram par rapport à toutes les belles voitures, les jets privés, etc. Qu'ils ont généralement photoshopé, il faut le dire. Si vous commencez une activité avec cet objectif-là, uniquement de vouloir gagner de l'argent, c'est cool, c'est bien. Je suis le premier à vouloir vous dire, et je sais que je me fais chaque fois critiquer énormément dans le monde francophone, beaucoup plus que dans le monde anglophone, parce que aux US, la culture de l'abondance et de la réussite est applaudie, alors que dans le monde francophone, c'est généralement critiqué. C'est curieux, c'est comme ça. Donc ça fait 15 ans maintenant que je le vois, même plus d'ailleurs, parce qu'au tennis c'était pareil. Quand on commence à monter dans le sport, dans les catégories d'âge, quand on devient numéro 1, on est tout de suite critiqué par ceux qui sont derrière. Donc c'est tout à fait normal. Et l'importance de faire son audit, pour revenir à ça, c'est l'importance de se comprendre et de comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous voulez faire dans votre activité. Est-ce que vous voulez démarrer une activité ou est-ce que vous voulez développer l'activité pour ensuite la revendre, pour ensuite avoir un revenu complémentaire, pour créer des équipes, pour monter un premier projet pour ensuite utiliser ça pour lever des fonds? Est-ce que vous cherchez des associés? Est-ce que vous êtes bon à travailler avec des associés? Donc de vraiment vous comprendre et de comprendre ce qui vous bloque, les choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent, vos rêves, vos peurs, vos désirs, vos craintes, et la production, finalement les résultats de votre entreprise et les résultats d'une entreprise sont le reflet direct de la mentalité de l'entrepreneur qui gère et qui mène cette entreprise. Si l'entrepreneur est confus, si l'entrepreneur n'est pas clair sur ses objectifs, si l'entrepreneur se cherche, si l'entrepreneur ne sait pas ce qu'il fait, pourquoi il fait la chose, à un moment donné, quelque chose va se casser. Et donc faire son audit, c'est vraiment comprendre ce qui vous motive au plus profond, ce qui vous pousse et ce qui vous permet finalement, ce qui vous motive et ce qui vous motivera surtout quand les temps deviendront difficiles. Et les temps deviendront difficiles, ce n'est pas une question de si ça va être difficile. Dans votre vie d'entrepreneur, de développement d'activité, il va y avoir toujours des périodes beaucoup plus faciles et des périodes beaucoup plus difficiles. Mais si vous vous connaissez, vous savez comment vous agissez, c'est beaucoup plus facile de passer outre ces situations. Voilà pour la première leçon de ce podcast. On va prendre un autre point ici de 30 en 30. Et puis, je vais choisir être remarquable. C'est le chapitre 3 ici à la page 11. Être remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire beaucoup de choses différentes. La première chose, c'est que si vous voulez réussir dans n'importe quelle activité, vous allez devoir faire quelque chose de différent. Vous allez devoir faire des choses différemment de la norme, différemment des autres concurrents, différemment des autres entreprises. Et donc, les entreprises qui arrivent à se démarquer sont celles qui sont les plus remarquables. Et ce qui vient avec le fait d'être remarqué, c'est généralement le fait donc de sortir du lot. Et donc quand on sort du lot, on se fait critiquer. C'est tout à fait normal. Donc si vous essayez de développer une activité et que vous avez peur de la critique, bonne chance à vous. Ça ne va pas le faire très longtemps parce que vous allez pleurer dans votre petit coin une fois que les critiques commencent à sortir. Par contre, si vous voulez développer une activité et que vous voulez avoir une affaire qui est remarquable, donc qui est remarquée par vos concurrents, par vos clients, parce que c'est ça l'important finalement, et par les personnes qui veulent ensuite travailler pour vos activités, il faut avoir un aspect remarquable à l'activité. Et donc, vous devez être confortable avec le fait d'avoir une activité remarquable, d'être remarqué, d'être applaudi par certains, d'être suivi par des personnes, ça peut être votre entourage proche si vous démarrez, et aussi
il faut être parfaitement à l'aise avec le fait d'être critiqué par les personnes qui ne veulent pas votre réussite. Et il y en a beaucoup, généralement il y en a beaucoup plus qui ne veulent pas votre réussite que ceux qui veulent votre réussite. Donc ça fait partie du jeu. Votre priorité, si vous voulez réussir, que ce soit dans les arts, musique, dans l'éducation, que ce soit dans le sport ou dans le business, c'est d'avoir quelque chose, des traits de personnalité ou des traits dans vos produits, dans vos services qui sont remarquables. Et du moment que vous avez quelque chose de remarquable, vous allez inévitablement être critiqué. Ça fait partie du jeu. Vous devez accepter ça et puis passer outre encore une fois. C'est ce que font les bonnes entreprises et les bons entrepreneurs. Créez quelque chose de remarquable, soyez différent. Vous allez attirer beaucoup, déjà vous allez polariser, je parle souvent de ça, polariser les personnes qui vous apprécient. Et ces personnes-là vont vous apprécier encore plus parce qu'elles vont apprécier votre prise de position claire. Et vous allez être critiqué de l'autre côté et c'est très bien. Toujours mieux de polariser que d'être, comme je dis, dans le ventre mou du classement. Soyez soit le plus remarquable, soit… César est mort de rire derrière la caméra. Le ventre mou du classement. Tu vois comme ça marque les mots. Là, on est vraiment dans le direct parce que César commence il passe des heures et des heures chaque jour à éditer le contenu. Et typiquement, ça c'est une tournure de phrase que nos clients savent. Le ventre mou du classement. Il n'y a rien de pire dans un championnat que d'être entre la 6e et la 16e position. Il n'y a rien de pire. Personne ne sait vraiment ce que tu fais. Si tu es dans un marché et que tu essaies de sortir du lot, ce n'est pas en faisant ce que la norme et ce que les autres font qui va te permettre de sortir du lot. Et le pire dans un marché, c'est d'être moyen, c'est d'être dans la norme, d'être dans le ventre mou du classement. Soyez prononcés dans votre message. Je le suis, donc tout ce que je vous dis de faire, vous faites ce que vous voulez. Déjà une chose, moi je vous dis simplement ce que je fais dans mes activités. C'est toujours mieux de polariser, de prendre des positions fortes sur vos opinions fortes. Vos prises de position, soit avoir un produit ou service qui est le plus cher du marché, le plus nouveau du marché, le plus high-tech ou bien le meilleur marché, le plus abordable, le moins coûteux. C'est aussi une prise de position. Il n'y a rien de pire que d'être dans le milieu parce que vos clients ne savent pas vraiment ce que vous faites et quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre. Donc, soyez OK de polariser votre marché. Acceptez que pour être remarqué, il faut être remarquable et que les personnes et les entreprises qui sont remarquables vont être critiquées. Ça fait partie du jeu. Tu vois le truc, César ? Tout à fait. On enchaîne avec la prochaine et le troisième partage aujourd'hui. Et on va parler de la majorité a toujours tort. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Et je me rappelle exactement où j'étais. J'étais à Bienne au Centre national de tennis et c'était un week-end de recrutement des entraîneurs. Donc plusieurs fois par année, ils invitaient des jeunes à la fédération au centre d'entraînement à Bienne pour nous tester finalement, pour voir un petit peu notre niveau de jeu, notre progression, notre forme physique, notre potentiel forcément. Et ça, c'était avant que je sois recruté à temps plein à Bienne à la Fédération suisse de tennis. Et je me rappelle, un de mes coachs, justement, il y avait une vingtaine de jeunes sur le terrain, enfin dans le centre ce jour-là. Et puis, mon coach à l'époque me dit, et j'oublierai jamais ça, il m'a dit « Regarde autour de toi », juste avant la pause, il me dit « Regarde autour de toi, il y a une vingtaine de jeunes comme toi. Et puis, la majorité de ces jeunes ne sortiront jamais de la norme finalement, ne sortiront jamais du lot. Et la majorité restera plus ou moins au même niveau et très peu perceront. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les domaines d'activité. Vous regardez dans une entreprise, vous avez peut-être 10 ou 50 ou 100 employés. La majorité sont toujours plus ou moins similaires et il y en a peu qui sortent vraiment du lot. Nous, on a un processus de recrutement que j'ai élaboré avec justement nos RH, qui nous permet d'être prédisposé à recruter le meilleur talent parce que j'imprime les valeurs que je veux attirer finalement. Et donc, on attire ce genre de personnalités-là qui sont sorties du lot, qui sortent du lot de par leurs compétences ou de par leur motivation. Et
dans votre activité, dans vos classes si vous êtes à l'école, dans votre job si vous êtes encore salarié, dans votre marché si vous êtes entrepreneur, la majorité a toujours tort. Qu'est-ce que j'entends par là finalement? La majorité des gens, si vous regardez autour de vous, sont en surpoids. La majorité des gens qu'on voit marcher dans la rue sont en surpoids, ne sont pas en bonne santé. La majorité des gens qui vont à l'école, sur les centaines d'élèves et amis de classe que vous avez eus, la majorité n'ont pas vraiment percé dans leur domaine d'activité. La majorité des sportifs qui commencent le sport dans un club régional ne percent pas. Et donc, mon coach m'a dit quand j'étais tout jeune adolescent, il m'a dit « la majorité a toujours tort ». Donc, si tu veux sortir du lot et te différencier, fais ce que tous les autres ne sont pas prêts à faire. Fais ce que tous les autres ne sont pas prêts à faire. Exemple, vous voulez perdre du poids, faites les choses que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est-à-dire se lever plus tôt le matin peut-être. Ça veut dire choisir et commander ce que vous voulez manger et de varier, de changer votre nutrition. De se lever plus tôt pour aller faire du sport. D'aller se promener peut-être le soir au lieu de rester devant la télé 2 heures, regarder 1 heure la télé puis ensuite aller faire une marche avant de dormir pour bouger un petit peu. La majorité des gens ne feront pas le nécessaire pour avoir le résultat qu'ils veulent malheureusement. Tout le monde veut avoir le résultat, tout le monde veut avoir le gâteau, tout le monde veut avoir la coupe, mais très peu sont prêts à trouver les ingrédients pour faire ce gâteau. Très peu sont prêts à fournir l'effort nécessaire pour gagner l'or aux Jeux Olympiques. Et donc, si vous voulez avoir le résultat, vous allez devoir faire les choses différemment de la majorité. Et cette phrase que mon coach m'a dit ce jour-là m'a marqué parce que c'est ce que je fais vraiment tous les jours de mon activité. La majorité a toujours tort. Donc, si tu veux être différent de la majorité, il faut que tu fasses des choses différentes de la masse. Pensez-y. Demandez-vous un petit peu ce que vous faites au quotidien. Ça vous permettra de sortir plus du lot, quel que soit le domaine d'activité. Voilà pour le troisième point. Un point que je vois souvent passer soit en séminaire, soit sur Instagram ou Facebook, c'est cette question de comment devenir bon à quelque chose. Que ce soit, encore une fois, on parle de toutes les choses possibles et imaginables. Donc, pas juste au niveau du business, mais vraiment, encore une fois, musique. On a beaucoup d'artistes, musiciens qui viennent au séminaire, entrepreneurs. On a des parents qui sont entrepreneurs aussi, des jeunes qui sont entrepreneurs, des dirigeants, des CMO. Donc, il y a plein de cas de figure différents. Et puis, une question que je vois souvent, c'est est-ce que c'est mieux d'être bon à une chose spécifique ou d'être polyvalent et moyen partout? Et la réponse que je donne toujours, c'est que le spécialiste est toujours mieux payé que le généraliste. Si vous savez utiliser 60 appareils photo plus ou moins bien, mais que vous ne savez rien utiliser ou vous n'avez pas de format vidéo où vous êtes vraiment bon, quand vous allez en entretien d'embauche, vous pouvez être moyen partout, mais il n'y a rien qui vous distingue. Et une des choses essentielles vraiment qu'on fait en recrutement, c'est de trouver les caractéristiques qui sont précises pour un rôle clé. Donc en l'occurrence, César, ici, qui était en recrutement récemment chez nous pour un poste, les questions que j'ai posées, ce n'était pas combien d'appareils photo tu sais gérer, est-ce que tu es capable de photographier sur plein d'appareils différents. On voulait un format de vidéo précis et on lui a demandé est-ce que tu te sens capable de faire tel et tel format? C'était très simple comme question finalement. Et on a posé cette question, j'ai personnellement posé cette question à plus de 50 vidéastes qui sont venus pour cet entretien-là. Il y en a qui ont dit j'ai jamais fait, je pourrais peut-être faire ça. Et donc c'est cool. Mais dans ce cadre-là, nous on voulait recruter des personnes qui avaient déjà travaillé avec ce format-là. En l'occurrence, César a dit oui, regardez l'exemple, on a regardé l'exemple, ça collait et puis il est là aujourd'hui. Donc le spécialiste, dans quelle que soit l'activité, sera toujours mieux payé que le généraliste. Prends l'exemple du foot par exemple, l'avant-centre qui joue en pointe, qui sait que quand il a 2 occasions de marquer sur le match, il va en mettre au moins une au fond, il va être toujours mieux payé que le joueur de club qui peut jouer en défense, un petit peu au gardien, un petit peu au milieu de terrain, un petit peu sur l'aile droite. Et donc, c'est mieux d'être le meilleur buteur dans une situation spécifique à un poste précis que d'être un petit peu moyen et de pouvoir jouer à tous les postes différents. Donc, c'est l'exemple que je donne à mes propres équipes. Soyez bon à une chose
et on en parlait tout à l'heure, typiquement avec le rendez-vous tout à l'heure, et littéralement une demi-heure avant de shooter ce podcast, où Max, un de nos autres vidéastes, demandait voilà, moi je pourrais aussi m'occuper aussi des photos et puis de l'édition et puis de l'aspect graphique, et j'ai dit non, absolument pas. Tu as ta compétence de vidéaste et d'éditeur vidéo et de vidéographe. Je veux que tu utilises cette compétence-là. C'est comme si Ronaldo disait au coach, écoute, moi je voudrais bien jouer un petit peu en défense centrale aujourd'hui, ça te va? Non, bien sûr. Donc, mettez-vous dans une situation où vous pouvez exceller. Ça ne sert à rien d'essayer d'être bon ou même moyen partout. C'est toujours mieux d'être le meilleur à une chose spécifique. Vous serez beaucoup plus heureux parce que ce sera votre truc et vous serez aussi mieux rémunéré tout simplement parce que le numéro 1 mondial à une chose spécifique sera toujours mieux payé que le mot qu'on a en anglais, le jack of all trades. En gros, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais un petit peu, voilà, quelqu'un qui peut un peu tout gérer, mais qui n'est pas vraiment bon à quelque chose de spécifique. Donc, trouvez une chose spécifique où vous êtes bon et allez-y à fond parce qu'encore une fois, si Cristiano Ronaldo ou Messi se réveillent demain en disant à leur coach « Écoute, je voudrais essayer tous les autres postes sur le terrain », je ne pense pas que leur coach les écouterait plus de 10 secondes et surtout, je ne pense pas qu'ils seraient devenus les joueurs, les athlètes qui sont aujourd'hui. Donc, spécialisez-vous, vous serez toujours plus heureux et toujours mieux rémunéré. Et vous développerez une compétence qui est beaucoup plus, quel est le mot? Beaucoup plus, j'ai trouvé vraiment le mot, dont le responsable ne peut pas se passer. Tu vois? Ouais. Typiquement, encore une fois, si tu es le meilleur avant-centre au monde, c'est difficile pour le coach de te mettre sur le banc. Par contre, si tu es moyen en défense, moyen au milieu du terrain, moyen sur l'aile, moyen au gardien, tu es moyen finalement. Soyez le meilleur, les meilleurs sont toujours mieux rémunérés et généralement sont aussi beaucoup plus heureux parce qu'ils font ce qu'ils aiment faire. Numéro 5, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Mon mode de fonctionnement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain est très différent de milliers d'autres personnes. Votre mode de fonctionnement est très différent d'autres personnes. Je m'explique. Pour certains, ils ont besoin de dormir 3, 4, 5 heures maximum et ils sont en pleine forme. Moi, si je dors 3, 4, 5 heures, je suis un zombie le lendemain. J'arrive pas à réfléchir, je suis de mauvaise humeur et je me fâche contre tout et n'importe quoi. Moi, j'ai besoin de mes 7, 8 heures de sommeil. Ça fonctionne pour moi. Donc moi, de lire un livre, par exemple, qui prêche le fait de dormir 4 heures par nuit, ça va pas le faire pour moi. Et je sais qu'il y a des gens toujours qui regardent ces vidéos qui disent « Oui Mathias, mais tu l'as pas bien fait. » Non, je l'ai fait. C'est juste que ça fonctionne pas pour moi. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour vous et des choses qui vont pas fonctionner pour vous. Le fait de dormir peu et de se lever à 4 heures du mat, par exemple pour moi, ne fonctionne absolument pas. Ce n'est pas mon truc. Moi, je veux me réveiller à 7h, 7h30. Je me couche vers 11h et ça fonctionne pour moi. Donc, j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est de boire à peu près 1 litre d'eau et ensuite, je vais faire du sport. C'est ce qui me rend heureux. Déjà, c'est ce qui me permet d'être seul, de faire mon sport, de trouver ce qui fonctionne pour moi, pour me préparer pour la journée. Et j'ai plein de collègues et plein d'amis entrepreneurs ou investisseurs qui font pas du tout de sport. J'ai plein de potes qui réussissent très bien, enfin de potes et de copines qui réussissent vraiment et qui font pas du tout de sport. Et moi, si je leur dis que tu dois te lever le matin en faisant du sport à 7h du mat ou 8h du mat, ça joue pas pour eux. Donc, en même temps, il y a plein de formules qu'on peut suivre pour être plus productif, pour être meilleur en performance, pour être plus efficace au travail ou bien dans le cadre professionnel. Mais il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Et donc, je vous invite vraiment à écouter ce qui fonctionne pour vous beaucoup plus que les conseils à droite et à gauche que vous pouvez trouver. Et c'est important de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous selon vos conditions. Les conditions, si vous avez 2 enfants et que vous vivez seul, vont forcément être très différentes que dans mon cas où aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis célibataire et j'ai pas d'enfants.
Donc le mode de vie, le mode de préparation que j'ai au quotidien va être très différent. Et inversement, pour certains, il y en a qui adorent faire du sport en fin de journée, 20-21 heures, qui aiment aller courir 1 heure. Pour moi, c'est impossible. Je n'ai plus d'énergie le soir. Toute l'énergie, je la canalise pour la journée et mon sport doit être fait avant 9-10 heures, maximum 10 heures. Et donc ça fonctionne pour moi en l'occurrence. Autre chose, ici maintenant on a les bureaux en vrai, donc en présentiel à Londres, mais pour moi, c'est pas quelque chose où je veux passer 10 heures par jour au bureau pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai besoin d'avoir du moment calme où je peux lire, où je peux penser stratégie, où je peux créer des campagnes de marketing, où je suis seul et où je suis inatteignable et injoignable. Et ça, j'en parle depuis des années en séminaire à nos clients et à nos élèves où je leur dis, vous devez avoir un moment de la journée où vous êtes injoignable. Et c'est ce que je fais. Et ça fonctionne pour moi. Et j'ai des amis, d'autres entrepreneurs qui ont des bureaux avec 50, 100, 200, 300 employés. Et ils sont au bureau à 6 heures du mat et ils quittent le bureau à 20 heures et ils sont super heureux. Et ils passent 12, 14 heures au bureau et ils ont 30, 40, 50 rendez-vous par jour. Et c'est cool pour eux. Et ça fonctionne pour eux. Mais pour moi, ça ne fonctionnerait jamais. Donc, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Allez chercher un max d'informations, testez les choses pour vous. Essayez de vous réveiller plus tôt, essayez de vous coucher un peu plus tôt ou plus tard, essayez de boire un peu de l'eau à différentes périodes de la journée, essayez de manger un peu plus tôt, un peu plus tard. Testez les choses pour vous et regardez ce qui fonctionne et ce qui vous rend le plus productif. Les choses qui fonctionnent pour moi peut-être fonctionneront pas du tout pour vous et peut-être que pour vous, aller courir le soir c'est cool et pour moi c'est absolument ingérable pour moi. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous et ensuite alignez ça sur votre quotidien. Le but final étant d'avoir une routine et des rituels tout au long de la journée pour être productif. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, vous serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus productif. Et si vous avez des rituels ou des routines bizarres, tant mieux, c'est votre vie. C'est à vous d'être le capitaine de votre vie et de trouver ce qui fonctionne pour vous. Voilà pour ces 5 ou 6 points qu'on a fait aujourd'hui. 5 points. Pour ce podcast, on a aussi ouvert le unboxing aujourd'hui. On a encore plein d'autres boîtes. On ne va pas les ouvrir aujourd'hui. Je sais qu'on en a 2 là-bas. 3. On a 4. J'en ai ouvert plusieurs derrière ici. Parce qu'on a les vlogs et dans les vlogs, il faut suivre, vous devez suivre les contenus ici, vous devez suivre, nous on fait du boulot ici, vous devez suivre tout ce qu'on fait ici. Sinon, pourquoi est-ce que bosse César quoi, si vous regardez pas les vlogs et tous les épisodes. Bref, on s'arrête là aujourd'hui. C'était Mathias et envoyez vos questions. Sinon, César a plus de boulot. Il ne saura pas quoi faire. On parlait du Japon tout à l'heure, il devra retourner au Japon peut-être pour avoir de l'inspiration. Allez, on s'arrête là, on se verra la prochaine fois, ciao.